Je m'appelle Philippe Simet, je suis philosophe et je m'intéresse à la façon dont l'architecture raconte nos modes de vie. Je vous emmène explorer les habitats les plus singuliers de la planète afin d'en découvrir le sens et d'en partager les richesses. Aujourd'hui, mon voyage me mène au Pérou, au beau milieu du lac Titicaca. J'ai toujours rêvé de voir ce lieu mythique, berceau légendaire de la civilisation inca. D'une superficie de 8300 km² et perché à 3800 mètres d'altitude, il est situé sur la cordillère des Andes, entre le Pérou et la Bolivie. Cette mer intérieure a servi de refuge à l'un des peuples les plus anciens dont on puisse établir la trace dans la région, les Uros. Chassés des rives du lac par des peuples conquérants, comme les Aymaras au XIIe siècle, puis les Incas et enfin les Espagnols au XVIIe siècle, la plupart des Uros se sont finalement assimilés à la culture Aymara en restant sur la terre ferme. Mais certains, pour éviter d'être réduits en esclavage, se sont réfugiés sur des îles artificielles au milieu du lac. C'est eux que je souhaite rencontrer. Je veux découvrir le mode de vie si singulier de ces habitants et leurs chefs-d'œuvre d'architecture flottante. Mais surtout, je veux comprendre les raisons qui les tiennent à l'écart de la civilisation et de ses richesses. Après plus d'une heure de bateau, c'est sur Titino, l'une des 36 îles encore habitées, que je rencontre Aurelio. Bienvenue. Super. Bonjour, comment ça va? Bonjour Aurelio, merci de m'accueillir ici. Ah, c'est incroyable. Hein. On vit sur cette île. Elle paraît petite, mais elle est grande. On vit ici depuis une quinzaine d'années. Bienvenue sur l'île Uros Titino. Ouais, merci. Nous sommes 6 familles à vivre ici, c'est-à-dire 23 personnes avec les enfants. C'est comme ça que nous vivons. Sur quoi on marche exactement? Tu marches sur la totora, Qu'est-ce que c'est la totora? une plante qui pousse sans cesse dans le lac. Tu vois là-bas au loin? C'est cette plante, la totora. On la coupe et on la ramène ici. Et là, tu marches dessus. C'est beau, non? C'est assez marrant. Et c'est fou de se dire qu'on est en train de flotter. Eh oui, on flotte. Ça bouge, tu vois? Ah ouais, on la voit bouger, surtout sur les bords. Hein. Comment habiter sur cette terre meuble, qui ondule au fil de l'eau et ne mesure pas plus de 350 mètres carrés? Depuis des siècles, les Uros ont pourtant fait le choix d'y vivre, principalement de la pêche et de la chasse d'oiseaux sauvages. Aurelio, il faut que vous m'expliquiez parce qu'en fait, je comprends pas très bien comment ça flotte et puis surtout, comment ça tient. C'est parce qu'elle est faite de totora et de kili. Il y a une épaisseur flottante de 2,5 mètres. Regarde, Philippe. C'est ça du kili, tu vois? Ouais. Dans le kili, il y a des racines de totora. Ici, tu vois, c'est ça qui flotte. L'île est constituée de 3 morceaux de kili. Nous devons assembler ces 3 morceaux avec une corde. Ouais. Et mettre un pieu en bois dans chaque coin. On commence à attacher comme ceci. Ici, et là, comme ça, et ici, et puis on termine.
D'accord. Maintenant, on dirait une seule plateforme. Le kili, ça constitue le socle qui permet d'amarrer l'île. Mais après, comment vous disposez la totora? La première semaine, on apporte la première couche. Ceci est une maraya, c'est-à-dire un assemblage de totora. On tire jusqu'à 10 marayas comme ceci. Ensuite, il faut les croiser avec 10 autres marayas. 1, 2 et 3, jusqu'à 10 marayas. Et la troisième semaine, on recommence de l'autre côté. Il faut 3 semaines de travail. Est-ce que le kili est suffisamment lourd pour empêcher l'île de dériver? Le kili flotte, donc il faut mettre une sécurité. La sécurité, c'est notre ancre. L'ancrage est le plus important. Comme ça, l'île reste en permanence à cet endroit. Si on ne mettait pas les ancres, l'île pourrait dériver avec le vent. Et jusqu'en Bolivie, qui sait. C'est pour ça que nous posons 7 points d'ancrage tout autour de l'île. Je vois que vous avez des panneaux solaires. Je ne m'attendais pas vraiment à en trouver ici. Ils vous servent à quoi exactement? Le panneau solaire nous sert à avoir un peu de lumière le soir. Avant, on utilisait des bougies. C'était très dangereux pour nous. Il y a 5 à 6 ans, toutes les maisons ont brûlé. Toute l'île a brûlé. On ne les a pas achetés. C'était une aide. Voilà pourquoi nous avons des panneaux solaires. Assieds-toi ici. Moi, je m'assois là. Voici Olga. Bonjour Olga. Tu vois, Philippe, c'est notre travail. On doit démêler nos filets pour attraper quelques poissons. Olga, vous faites ça tous les jours, hein, le démêlage des filets? Oui, Philippe. Nous devons démêler nos filets tous les jours, avec l'aide de mes enfants. Ah ouais. Bah, c'est pas facile, hein, faut avoir le coup de main. Tu te débrouilles très bien. J'ai pas l'air, mais je m'applique. Ah, un nœud. Je t'aide un peu. Là, quand même, sur l'île, vous êtes très isolé. Est-ce que c'est pour vous une contrainte ou une forme de liberté? Ce sont nos grands-parents qui ont choisi cet endroit et qui ont créé l'île. Et ils ont vécu ici. Personne n'a d'autorité sur nous. Les seules contraintes pour nous, ce sont celles du vent et de l'eau. Ce sont les seuls. Ça peut arriver que le vent ou la houle emporte soudainement un morceau de l'île. Voilà ce qui nous inquiète parfois. Mais lorsque le lac est calme, on se sent vraiment tranquille. Être sur cette île, c'est faire l'expérience d'un temps suspendu. La simplicité des éléments donne un sentiment d'éternité. Le lac immense qui nous porte, les montagnes au loin qui cerclent l'horizon et le ciel protecteur forment un tout au sein duquel on se sent à l'abri, à sa place. La totora détermine directement l'emplacement de leur île. Celle-ci se trouve à proximité d'une zone de 25 000 hectares recouverte de joncs qui occupe l'essentiel de la baie. On est sur le chemin. C'est la route. Et on voit tous les endroits où vous avez coupé la totora. Oui, elle repousse déjà. On a coupé tout le long, là. On va avancer? Oui. Est-ce que tous les jours, vous venez ici couper de la totora? Non. Mais en ce moment, c'est la saison des pluies. L'île devient très humide. On ne peut plus s'asseoir pour démêler nos filets. Alors il faut venir couper la totora
tous les 15 jours. Et puis, s'il y a trop d'humidité, on vient avant, à 7-8 jours d'intervalle. Il faut toujours tapisser, ajouter des couches et des couches. Il faut en couper tout le temps. Et puis, il nous en faut aussi pour les toits et les murs. On coupe pendant 3 à 4 heures. Ce n'est pas très facile. Et ça se mange aussi. Ça s'appelle chulio. Okay. C'est très tendre. Oui. Ouais. C'est bon? Pas mal du tout. Moi, ce qui me fascine, c'est que la totora est une plante qui est au centre de votre vie. C'est à la fois le sol de l'île, les murs et le toit de vos maisons, le principal de votre activité, et puis aussi une partie de votre alimentation. Sans totora, on n'aurait pas de maison, on n'aurait pas d'île. La totora, c'est la chose la plus importante. On va transporter tout ça en maraya, pas sur le bateau. On va l'attacher avec de la corde et on va tirer. Les racines récoltées vont servir à entretenir l'île. Car celle-ci a une existence maximum d'une 40aine d'années et demande un lourd entretien annuel. Pour les Ouros, la totora est bien plus qu'une plante. C'est un mode de vie au cœur d'un écosystème naturel dont ils sont pleinement dépendants. Sans elle, ce n'est pas seulement leur habitat qui disparaîtrait, c'est aussi leur territoire, leur savoir-faire et leur culture. Un, deux, trois, allez! Les Ouros font partie intégrante d'un milieu habité, où l'homme et la nature ne s'opposent pas, mais s'équilibrent harmonieusement. Dès le petit matin, tout le monde est déjà affairé à fumer le poisson pêché pendant la nuit. On le pose entre 2 couches de pierre, chauffées avec de la totora, évidemment. La pêche devient de plus en plus complexe sur le lac. Les poissons disparaissent. La pollution provoquée par l'industrie minière est bien sûr en cause. Mais la raison principale tient au fait qu'une centaine de milliers de paysans pratiquent désormais la pêche dans la baie, privant les Ouros de leur principal moyen de subsistance. Comme chaque semaine, Aurelio et Olga se rendent au village de Yatchon pour troquer leurs poissons contre des légumes ou récolter un peu d'argent afin d'acheter de l'essence. Sur les bords du lac, on trouve l'architecture typique des maisons dites d'adobe, c'est-à-dire faites de briques d'argile séchée. Elle permet de lutter efficacement contre le vent froid de l'altiplano, les hauts plateaux andins.
Ça, c'est la place de Yatchon. Oui, c'est la place de Yatchon. C'est ici qu'on va faire du troc. Difficile de croire que c'est un jour de marché, tant les villageois vaquent à leurs occupations, avec calme et sérénité, nous abordant sans un mot pour acheter des vivres. Philippe, tu peux donner du poisson à la dame. Combien? 8? Pour 1 kilo, il faut donner 8 poissons. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu peux en donner un de plus? Et un petit. Merci. Il faut toujours donner un petit quelque chose en plus. C'est ça le commerce. Ça marche bien, là, le troc, aujourd'hui? Oui. On a échangé des fèves, des pommes de terre, du chugno. C'est des pommes de terre séchées. Le troc marche très bien aujourd'hui. Philippe, tu peux donner un poisson de plus à la dame. Je lui en donne un de plus. Oui. Hop. Celui-là. Il était trop petit. Est-ce que vous avez déjà imaginé quitter votre île pour vivre ici? J'aimerais bien habiter dans une maison d'adobe. Parce que sur les îles aux Ouros, il fait froid. Surtout la nuit. Ce n'est pas comme ça dans une maison d'adobe. Il fait meilleur. C'est pour ça que j'aimerais y vivre. Si vous veniez vivre ici, c'est tout votre mode de vie qui serait transformé. Je pourrais changer. M'occuper d'un petit terrain. Je pourrais apprendre à travailler, à cultiver. Je pourrais changer. Je pourrais changer d'habit aussi. Au lieu de mon chapeau, je pourrais mettre un montera. Ou une veste, comme celle des dames qui sont venues. Oui, je pourrais m'adapter. Aujourd'hui, votre île, elle ne vous coûte rien. Mais si vous vouliez vous installer sur la terre, il faudrait acheter un terrain qui coûte extrêmement cher. Oui, c'est ça. Les terrains sont très chers. Ici, 1 mètre carré doit coûter environ 40 €, peut-être plus. On n'a pas tout cet argent pour acheter un terrain. C'est comme ça. José est historien. Il vit dans la région, au bord du lac, et mène depuis plusieurs années des recherches sur les Ouros. Il est la mémoire de ce peuple, dont la culture est encore peu connue. Le peu de choses que nous savons sur les Ouros est un mélange de mythes et de légendes. Il y a un mythe qui raconte qu'ils ont été les premiers hommes créés par Viracocha, dieu créateur de vie de l'altiplano. Et que suite à un déluge, ils ont été les seuls survivants sauvés par ce dieu. C'est intéressant de savoir véritablement d'où ils viennent. Et puis on a ce mot Uro, qui veut dire matin, mais aussi homme de l'aube. Tout simplement hommes qui ne veulent pas vivre dans la civilisation, qui veulent vivre libres comme les animaux des champs. Au-delà des contraintes architecturales et climatiques, on a un formidable sentiment de liberté quand on est sur cette île. Cette liberté dont vous parlez, nous la sentons également. Et j'aimerais qu'elle persiste, car elle symbolise la vie sur l'altiplano. Pour nous, la pluie, la grêle, le froid extrême, ce ne sont pas des punitions, mais plutôt des bénédictions de la Pachamama avec lesquelles nous sommes habitués à vivre. Ces éléments ne nous font pas peur, mais au contraire, on sent qu'ils nous accompagnent comme des frères tout au long de notre vie, comme des divinités qui veillent sur nous. Qui c'est au juste la Pachamama? La Pachamama, pour nous, c'est la terre-mère, la nature. Pacha, temps, espace, lieu. Mama, généreuse, bonne, inépuisable. C'est la plus importante divinité de la théologie andine. Pour moi, la découverte de l'île de Titino a été stupéfiante. Mais vous qui habitez ici, est-ce que vous l'avez toujours connue?
Oui, pour nous aussi, ça a été une surprise d'apprendre que l'île de Titino existait encore. Ça ne fait qu'une dizaine d'années qu'on a commencé à parler de ces Huros qui vivaient sur l'île de Titino, dans la véritable tradition Uro. Mais comment c'est possible qu'on la connaisse seulement depuis 10 ans? Malgré qu'ils soient toujours sortis de leur île pour faire du troc, ils prenaient garde que personne ne s'en approche et vivaient entièrement solitaires, complètement et volontairement isolés. Ils sont les plus proches de la tradition des Huros et vivent en harmonie avec le lac, en vénérant la divinité du lac comme partie de leur religion et en adoptant l'héritage ancestral du respect de la nature et du respect de chacun. Ceci nous interpelle et nous fait réfléchir. Comment nos ancêtres prenaient-ils soin de la nature et comment aujourd'hui les Huros continuent, malgré cette époque de globalisation dont on parle, de lutter pour préserver la nature. Le respect de la nature est au cœur de la culture des Huros. Leur île, de façon surprenante, n'a pas de fondation. Elle flotte délicatement comme une feuille posée sur le lac. Nous sommes ici à l'opposé d'une logique de l'enracinement qui caractérise notre manière d'habiter. Le lac est une terre que les Huros ne peuvent ni ne veulent posséder. Ici, l'eau et le vent sont les vrais maîtres du logis. Tous les matériaux disponibles sur l'île sont recyclés et réemployés. La totora, bien sûr, mais aussi le bois et les clous. Philippe, tu tiens là-bas? Il faut pas que ça bouge. Comme il y a peu, rien n'est jeté. Tout est précieux et réutilisé avec soin pour reconstruire leur habitation. Aujourd'hui, c'est au tour de la cuisine. Allons à la cuisine. Allons à la cuisine. Allez, sortez de là. On va d'abord enlever tout le toit. Et puis on va démonter la structure. Ensuite, on va remettre en place ce mur. Et puis le toit que Thomas est en train de terminer. Vous êtes souvent obligé de détruire comme ça votre cuisine? Il faut qu'on fasse ça tous les 4 ou 5 ans. Parce qu'au bout d'un moment, ça laisse passer le vent. Et en plus, cette cuisine est trop grande. Une cuisine plus petite sera plus chaude. C'est pour ça qu'on la démonte. Ça veut dire que vous reconstruisez en permanence vos maisons? Il faut changer le toit tous les 3-4 mois. Le mur peut tenir jusqu'à 1 an. Allez, on y va. Excusez-nous, hein. On vous prépare votre nouvelle cuisine. Super. Elles sont habituées, on enlève tous les murs, elles ne bougent pas. Oui, elles ont l'habitude. Il n'y a pas de problème. Oui, voilà. Ici. Ça sert encore. Ouais, on va le démonter morceau par morceau. Ça sert pour cuisiner dans le fourneau. On peut l'utiliser aussi comme canne à pêche, ou aussi pour faire une autre structure. Allez, 1, 2, 3, on y va. Allez, go. Ok. Comme ça, non? Ah, pardon. Ça, par là, non? Maintenant, le toit. Vas-y, Philippe. Vas-y. On y va? Allez, go! Voilà. Super, hein? Ouais. C'est pas beau, ça. Super. La nouvelle cuisine est prête. Et ben voilà, vous êtes dans votre nouvelle cuisine. Aurelio, c'est la première maison que je fabrique. Philippe, maintenant que nous avons terminé, on va servir un bon repas. Parce que nous avons construit une nouvelle cuisine.
C'est notre coutume. Au terme de mon voyage, la manière si singulière dont les Ouros habitent le monde me laisse songeur. Comme Sisyphe poussant quotidiennement sa pierre, les Ouros sont contraints de couper sans cesse de la totora pour reconstruire leur île. Faute de quoi, elle disparaîtrait, et eux avec. Certains y verront peut-être une preuve de leur destin tragique, mais je crois qu'ils se trompent. Car c'est dans ce geste répété que les Ouros donnent du sens à leur habitat. Dans le renoncement à la terre ferme, ils ont trouvé l'espace de leur liberté.